Bonsoir, bonsoir à tous, bienvenue sur cette webconférence de la rentrée. On commence avec les bonnes résolutions et la santé buccale. Donc on est très très content d'accueillir ce soir le professeur Marjolaine Gosset qui va nous accompagner sur ce grand sujet qui pourrait paraître au premier abord comme ça pas très lié à la polyarthrite, mais on va découvrir ensemble que finalement si. Donc, pour commencer les vérifications techniques, comme d'habitude, donc vous le savez maintenant, sur la droite, vous avez le chat qui vous permet de poser vos questions, soit pendant la présentation, soit en fait à la fin. Donc, vous le savez, on aime bien vérifier avec vous que vous êtes là et vous voir écrire coucou, voilà, Gérard Toulouse, Corinne à Bordeaux, Susanna de Toulouse. On reconnaît quand même quelques fidèles là dans les noms que je viens de donner. Donc merci à tous d'être là et de continuer vos petits messages. Comme ça, nous on est sûr qu'au niveau technique ça fonctionne. Donc, je vous le disais ce soir, le professeur Marjolaine Gosset, qui est dentiste parodontologue et professeur de paro à l'université Paris-Descartes. Donc, je triche un peu, je dis paro parce que je trouve très très dur à dire, parodontologie. Donc voilà, je serai là pour accueillir Marjolaine bien sûr et poser vos questions à la fin. En backup, bien sûr, Ludivine est avec nous et je l'en remercie puisque s'il y avait le moindre souci, c'est Ludivine qui prend le relais et qui nous sauve. Donc, la vidéoconférence de ce soir, je vais introduire les actualités de l'association, comme à notre habitude. Donc là, c'est le retour du MOOC. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait ou qui auraient envie de re-questionner tous ces contenus, eh bien, vous avez une session qui commence le 30 septembre. Donc, n'hésitez pas, les tuteurs sont prêts. Ils se sont répartis le planning pour vous accompagner au mieux. Donc, allez-y, retournez-y et parlez-en autour de vous. Le calendrier, l'année n'est pas terminée, donc là on est sur évidemment le mois de septembre, toujours la même question depuis janvier, qui est le patient, qui est le professionnel de santé, donc à vous de découvrir la réponse sur le calendrier dans sa totalité que vous retrouvez sur le lien précisé ici et dans le chat par Ludivine, merci. Je vous rappelle que le polyarthroton, la course pour soutenir la recherche sur la polyarthrite par le biais d'une bourse à la Société française de rhumatologie, mais aussi pour faire parler de la maladie au grand public, à vos proches et à tous ceux qui n'en auraient pas entendu parler. Donc c'est dimanche, le dimanche qui vient, dimanche matin, au parc de Bercy. Vous venez quand vous voulez, autant de temps que vous voulez. Vous faites un tour, vous en faites plusieurs, en marchant, en courant, seul, en famille. C'est vous qui voyez. Vous pouvez même amener votre chien. Il aura le droit à son dossard et ça comptabilise des euros pour la recherche. Donc voilà, c'est dimanche matin. C'est la journée sans voiture. Donc ça ne peut que vous encourager à faire un exercice physique et à prendre les transports en commun pour nous rejoindre. C'est très facile. Il y a l'entrée ou la sortie du métro au choix juste à côté. Le guide de discussion dont on a parlé longuement en juillet est disponible au téléchargement. Ludivine va aussi vous mettre le lien. Quelle réactivité extraordinaire. Donc, n'hésitez pas à aller le récupérer et en discuter avec vos professionnels de santé. Vous le savez, ce guide, on l'a développé avec un groupe pluridisciplinaire, avec des professionnels de santé, avec des patients, pour vous permettre d'exprimer au mieux vos priorités dans votre prise en charge et dans votre vie en général, pour être accompagné comme il faut pour atteindre ces objectifs, puisque c'est quand même l'idée de toute prise en charge, c'est que votre qualité de vie soit la meilleure possible. Donc, je laisse enfin la parole au professeur Marjolaine Gosset. Marjolaine, bonsoir et merci beaucoup. Bonsoir, merci Sonia, bonsoir à tous. Je suis contente d'être parmi vous pour pouvoir échanger sur la santé buccale, qui peut, comme disait Sonia, paraître loin de votre maladie, mais qui, je pense, est présente tous les jours dans votre vie. Et je suis vraiment contente d'être ici ce soir. Alors, je vous ai proposé une petite photo pour démarrer, l'idée étant de se dire, mais finalement, c'est quoi la santé buccale? Et je trouvais que cette photo était assez représentative de ça. Pourquoi? Parce qu'on voit plein de choses sur cette photo. On voit d'abord la bouche de la personne et on peut voir que dans cette bouche, il y a deux composants majeurs qui vont être déterminants de la santé. Il y a bien entendu les dents et ces dents qui sont parfaitement blanches, alignées, saines, donc sans maladie, c'est-à-dire de caries ou d'usure dentaire. Et puis on voit que dans ce sourire, il y a d'autres choses. Il y a aussi dans la bouche de la patiente, au-delà de ses lèvres,
tout ce rose qu'on voit, ce rose, c'est la gencive. Et la gencive est aussi quelque chose d'extrêmement important dans la santé buccale. Et tout le topo va être centré avant tout sur la santé du parodonte, dont le tissu superficiel est la gencive. Et puis, au-delà de ces dents et de cette gencive, il y a d'autres choses dans cette photo qui sont caractéristiques de la santé buccale. On voit, en fait, cette bouche, elle est un peu comme un sourire. Un sourire, c'est l'expression, le bonheur, le bien-être, la sensualité, l'oralité, voire la sexualité. C'est aussi la phonation. Donc, c'est quelque chose qui est important pour la communication, le paraître. Et puis, cette bouche, elle fait quoi sur cette photo? Elle croque une pomme. Et croquer une pomme, en fonction des patients, c'est plus ou moins facile en fonction des dents qu'on a. Et ça montre bien que la bouche permet d'exercer aussi une fonction. Et donc, dents, gencives, sourire esthétique, fonction, tout ça, ça concourt à la santé buccale et au bien-être d'un individu. Et c'est pour ça aussi que la santé buccale est très importante, au-delà du rôle dans la santé, le fait de garder des tissus sains dans le temps et d'avoir aussi un corps sain, comme on va le revoir après, c'est aussi parce que c'est quelque chose qui est très caractéristique du bien-être. Et on est notamment, il faut être honnête, très entouré de multiples photos de sourires parfaits et on a une sorte de pression par rapport à cette bouche qui n'est pas évidente à vivre. Alors, nous, praticiens, comment on travaille au niveau de la santé bucco-dentaire? On s'appuie sur ce que vous, les patients, vous nous dites. Et ce que vous nous dites, c'est des signes, en fait, fonctionnels, c'est des choses que vous ressentez. Ça veut dire que c'est des signes d'appel qui doivent évoquer des choses par rapport à votre bouche. Comme je l'ai dit, on va se concentrer avant tout sur la santé bucco-dentaire d'un point de vue gingival. Et je ne vais pas parler ce soir des dents, et ni des usures dentaires ou des caries, mais on pourra en reparler si vous le souhaitez dans les questions. Et au niveau de la gencive, nos patients, quand ils viennent nous consulter, ils viennent avec un certain nombre de phrases. Ça peut être « j'ai les gencives rouges, elles ne sont pas de la même couleur, elles sont gonflées, elles me grattent, elles me gênent, je ne me sens pas confortable dans ma bouche, je saigne quand je me brosse les dents, je me saigne même parfois quand je ne fais rien. En fait, la nuit, ça saigne, je me réveille le matin, il y a du sang partout. Puis des fois, ça s'en va, alors je ne sais pas trop si c'est normal ou pas. » Puis parfois, il y a encore des demandes plus importantes qui vont arriver et qui montrent, vous allez comprendre après, qui traduisent des destructions plus importantes au niveau de la bouche du patient. Et les patients arrivent en nous disant « mes dents ont changé, j'ai des dents qui sont plus longues, ma gencive s'est rétractée, elle a reculé. » Ou alors j'ai les dents qui bougent et j'ose pas croquer, justement, et mon sourire a changé, mes dents sont écartées, elles sont parties vers l'avant, j'ai des trous là où j'en avais pas. Voire une de mes dents est tombée toute seule. Alors que ces dents sont saines. Ça paraît extrêmement injuste parce que c'est des dents qui n'ont pas de caries, qui n'ont pas d'usure et qui tombent. Pourquoi? Ça traduit des stades très avancés des maladies et toutes ces maladies dont on va parler, ce sont les maladies dites parodontales bactériennes. Alors, parodontal, qu'est-ce que c'est? Le parodonte, c'est tous les tissus qu'entourent la dent. On va en reparler après. Et ce parodonte peut être malade et il peut être malade en raison de diverses choses, de diverses étiologies, de diverses raisons. Mais les maladies qu'on est le plus amené à traiter, ça va être des maladies qui vont être initiées par la plaque dentaire, qu'on appelle aussi le biofilm bactérien ou le microbiote buccal. On va revenir un peu plus sur ces notions après. Et dans ces maladies parodontales bactériennes, on va identifier deux grands stades de maladie. D'une part, la gingivite, qui est quelque chose que les patients entendent très souvent comme nom. La gingivite qui va traduire uniquement l'inflammation de la gencive. Et quand ça va être plus évolué, comparez un peu les deux schémas entre la gauche gingivite et la droite parodontite. Quand ça va être plus évolué, on va avoir une parodontite qui se caractérise par une destruction de l'os, une inflammation de la gencive, mais également une rétraction de cette gencive, une racine dentaire qui devient apparente en bouche, une colonisation de toutes ces racines par des dépôts bactériens et du tartre. On va en reparler après et on va rentrer plus tranquillement dans le sujet pour que vous compreniez plus comment est constitué le parodonte et comment les maladies s'initient au niveau du parodonte et comment on peut les repérer en clinique. Mais quelques chiffres avant pour avoir un peu des notions sur ces maladies. Gingivite, les patients en entendent souvent parler, parodontite un peu moins. Alors que ce sont des maladies qui sont encore très, très prévalentes et qui sont très fréquentes. Et ça surprend souvent même les collègues médecins quand on parle avec eux de dire « mais enfin, on ne se rendait pas compte, on ne savait pas ». La gingivite, dans les études qu'il y a en France, elle montre qu'environ 70% des Français adultes présentent des gingivites.
Les enfants peuvent aussi en être atteints, les adolescents également. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que 70% des Français adultes vont en présenter, mais avec des sites plus ou moins étendus. Parfois, ça va être juste une dent ou deux, et parfois, ça va être effectivement étendu à tous les sites de la bouche. Et puis, ça va être de plus ou moins sévère. Ça peut être des fois très superficiel, c'est-à-dire qu'on va avoir juste un peu d'inflammation, mais qui est discrète, que même le patient ne peut pas voir. C'est le praticien qui va dépister, a des inflammations beaucoup plus sévères que le patient va percevoir par ses saignements et qui vont se percevoir par la clinique, en clinique pour le praticien, par quelque chose de beaucoup plus gonflé, mou. On va avoir des photos après. Et ces gingivites, elles vont pouvoir soit être traitées et revenir à un état sain, soit évoluer chez certains patients vers la parodontite, où on va avoir une destruction de tous les tissus qui sont sous cette gencive et qui sont les tissus d'ancrage de la dent. Et la parodontite, elle peut avoir des stades très variables. Le schéma, ici, c'est un stade avancé. Donc, ces formes dites sévères concernent que 10% des Français adultes. 10%, c'est quand même beaucoup. Il faut se rendre compte que c'est vraiment quelque chose qui est quand même assez étendu. Mais les stades superficiels, où on va avoir des maladies débutantes à modérées, ça va concerner 50% des Français adultes. Je rentre un petit peu plus dans le vif du sujet pour que vous ayez un peu de repères et compreniez mieux comment ces maladies s'initient et se développent. Vous avez à gauche de votre diapositive un schéma d'une dent saine, à droite un autre schéma mais qui est comme une coupe histologique où on verrait l'ensemble des tissus qui composent le parodonte. Donc le parodonte, je me répète, odonte en fait c'est le nom scientifique de la dent, par c'est autour, donc le parodonte c'est tout ce qui est autour de la dent. Et vous avez derrière une photo, ce schéma, et cette photo est une photo d'une bouche qui présente un parodonte sain. Ce qu'on peut voir sur cette photo, c'est que la gencive, elle va normalement avoir un aspect qui est rose pâle, qui est ferme, c'est-à-dire qui ne va pas avoir cet aspect un peu mou quand on n'a plus de tissu dépressif. Qui est festonné, c'est tous les triangles que fait la gencive lorsqu'elle va monter le long des dents pour remplir les espaces sous les points de contact entre les deux dents, les points où les deux dents se touchent. Cette gencive, elle présente également ce qu'on appelle un aspect en peau d'orange, piqueté, que vous pouvez voir surtout bien sur cette photo entre les dents, les petits points qu'on voit, qui traduisent en fait toutes les fibres qui partent de la gencive pour s'ancrer sous les tissus sous-jacents. Ces fibres, elles sont importantes parce que ça montre l'attache des tissus à la dent et à l'os sous-jacent. Et puis, on a une différence dans la partie haute de la gencive et la partie basse, qui est très rouge et on voit les réseaux vasculaires, parce que cette partie basse, justement, n'est pas de la gencive, mais de la muqueuse. C'est de l'insertion de tissus qui sont libres et qui n'ont pas d'ancrage sur l'os sous-jacent et sur la dent sous-jacente. Au niveau du schéma que vous voyez, et qui est associé à cette photo clinique, on voit comme une coupe de la dent et je vous ai renommé l'ensemble des tissus qui constituent le parodonte. Donc, le tissu le plus superficiel, c'est cette gencive, qui est celle que vous voyez, vous, en clinique et celle qui va vous interpeller. En dessous de la gencive, on a trois autres tissus qui constituent le parodonte profond. Il y a l'os alvéolaire, qui est l'os d'ancrage de la dent, qui est un os qui va s'édifier au fur et à mesure de la dent et qui pousse parfaitement la forme de la racine dentaire. Cet os est l'os dans lequel va être ancrée la dent par un système de fibres qui va créer comme une sorte d'amortisseur et qui s'appelle le ligament alvéolo-dentaire. Le ligament, c'est les fibres qui relient la dent à l'os alvéolaire, alvéolo-dentaire. Et ces fibres, elles s'ancrent donc entre l'os et la dent sur une couche très particulière de la dent qu'on appelle le sément, qui est une toute petite fine couche inférieure au millimètre, plutôt de 100 micromètres, qui recouvre la racine dentaire et qui permet l'ancrage des tissus. La gencive, elle va pouvoir devenir malade dans certaines situations et il va y avoir un premier stade de maladie qu'on va appeler la gingivite. La gingivite, ça va être une gencive qui va être gonflée, qui va être plus rouge, qui va être molle et on voit que ça se caractérise par une diminution du feston. Donc sur la photo tout à gauche, on avait quelque chose qui était très pointu dans les espaces entre les deux dents, très triangulaire et ceci est moins marqué dans le cadre de la gingivite. Et si vous comparez ces deux photos aussi, vous pouvez observer une disparition du piqueté. Parce que l'œdème fait que ça gonfle et on ne voit plus les zones d'ancrage des fibres de la gencive vers l'os et la dent sous-jacente. Cette gencive, ça va être lié avant tout
chez les patients à une augmentation de la plaque dentaire. C'est-à-dire, par exemple, sur la photo qu'on a à droite, on voit une bouche avec un dépôt blanc qu'on arrive à soulever sur la photo, sur la dent, et qui correspond à de la plaque dentaire, c'est-à-dire les bactéries de la bouche, c'est-à-dire le microbiote buccal. Lorsqu'on a une difficulté au brossage, lorsqu'on a des restaurations débordantes, lorsqu'on n'a pas la bonne technique de brossage, on peut avoir de la plaque dentaire qui s'accumule comme ça sur les dents. Le but du brossage, c'est de l'éliminer normalement. Et face à une augmentation de la plaque dentaire, il y aura une augmentation de l'inflammation gingivale et une gingivite qui va se développer. Ça sera en plus amplifié si le patient présente une susceptibilité, par exemple, des variations hormonales, ce qui est vrai lors de la puberté et de la grossesse. Alors que d'autres facteurs vont pouvoir la masquer, alors que les choses sont malades, on ne verra pas que c'est malade parce que l'inflammation sera masquée, et c'est le cas des gros fumeurs qui vont présenter en fait dans leurs gencives des vaisseaux sanguins rétractés, donc tout petits. C'est-à-dire qu'ils sont tout petits, le vaisseau sanguin ne peut pas conduire le sang dans la gencive et donc il ne peut pas y avoir cet œdème. Et donc on va avoir des choses qui vont être cachées. Et cette gingivite, elle va pouvoir évoluer chez certains patients vers ce qu'on appelle la parodontite. Donc la parodontite, c'est la maladie de tout le parodonte. Tissu superficiel, la gencive, et tissu profond, l'os, le système d'attache, le sément. Et si vous comparez les schémas qu'il y a pour la gingivite et pour la parodontite, on voit qu'effectivement, on a une destruction de l'os alvéolaire, on a une destruction de l'attache entre la gencive et la dent, qui est la zone qui était juste au-dessus de l'os, qui est un peu granuleux, un peu piqueté, et qui est la zone où la gencive s'attache sur la dent. Et on a également une gencive qui est très gonflée, quand même très rouge, parce qu'elle est inflammée, mais cette gencive, elle ne s'attache plus en haut de la racine dentaire, mais elle s'attache en haut de l'os qui a été détruit. Et donc, elle crée des poches autour de la gencive, ce qu'on appelle des poches parodontales. Et ces poches, ce sont les zones que nous cherchons à traiter, parce que vous voyez bien, quand vous avez, alors c'est basique, mais c'est ce que je dis à mes patients, si vous achetez un pantalon, une chemise, et que la poche est fermée jusqu'en haut, vous ne pouvez rien y glisser. Si vous l'ouvrez, vous créez la poche, et dans cette poche, vous allez pouvoir y mettre beaucoup de choses. Là, dans la poche de la gencive, ce n'est pas vous qui allez y mettre quelque chose, mais vos bactéries buccales vont s'y glisser. Elles vont s'y glisser et elles vont pouvoir se stratifier, s'organiser pour créer une pathogénicité, être agressive et inflammer encore plus la gencive, alors que votre brosse à dents ne pourra plus les atteindre. Et donc ça concourt à l'inflammation, à la continuité du processus de destruction du tissu d'ancrage de la dent. Donc l'inflammation gingivale, la perte d'os qu'on verra avec les radiographies, la poche parodontale qu'on va tester en clinique, nous, avec des petites sondes graduées qu'on glisse entre votre gencive et votre dent, et qui nous permettent d'évaluer la position de l'attache de la gencive et de l'os sain par rapport à la dent qui a été détruit, donc la perte d'attache. Ce sont les 4 caractéristiques d'une parodontite. Et ces destructions, malheureusement, elles sont irréversibles. Elles sont irréversibles et on comprend bien que sur cette dent, si on a perdu beaucoup d'os et de gencives autour de la dent, eh ben, on va avoir moins d'ancrage et donc une dent qui va devenir mobile et qui va ne plus pouvoir bien remplir ses fonctions, voire à terme, qui risque d'être expulsée spontanément de la bouche du patient. Par contre, ce sont des maladies qu'on pourra traiter. Et si on les traite, on pourra stabiliser le processus et on pourra arrêter l'évolution de la maladie. Par contre, en gardant des séquelles, comme vous le verrez après, mais comme on peut déjà apercevoir un peu sur cette photo de parodontite, où on voit qu'entre les 2 dents, au-dessus de la gencive, il y a un petit espace vacant, un petit trou noir dont se plaignent souvent les patients, mais qui est lié au fait que les tissus ont été détruits et qu'on ne pourra pas les recombler à nouveau. À quoi c'est dû les parodontites? En fait, les parodontites, ça va être dû à un déséquilibre qui va exister dans votre bouche. Déséquilibre veut dire qu'avant, il y avait un équilibre et cette diapositive représente cet équilibre. En bas, je vous ai remis la photo du parodonte sain pour que vous soyez dans l'idée que là, on parle de la gencive saine. Et dans ce parodonte sain, on a normalement un équilibre, une symbiose, une harmonie, une homéostasie entre les bactéries de la bouche et le système immunitaire. La façon dont on vit en équilibre avec les bactéries de la bouche. Tout le monde a des bactéries dans la bouche. Il y a énormément d'espèces bactériennes qui peuvent exister. Dans une bouche, on peut retrouver jusqu'à 300 bactéries différentes. Et ces bactéries, en fait, elles vont se déposer sur tous les tissus de la bouche, à la fois les gencives, à la fois les dents.
La différence, c'est que les gencives, au début, ça va être un tissu comme la peau, c'est quelque chose qui se desquame, qui va s'éliminer régulièrement. Par contre, la dent, elle est dure, elle ne se desquame pas. Donc, il faut la brosser pour enlever la plaque dentaire. Et si on a des difficultés à brosser, il y aura une accumulation de plaques, on partira vers la gingivite. Mais si, donc ça c'est la première situation, on va avoir un déséquilibre de la balance, ce qui est représenté en haut à gauche de votre diapositive avec l'accumulation de la plaque dentaire. Mais si en plus, on a un patient qui a une susceptibilité et qui va avoir une réponse immunitaire défavorable, il va y avoir en plus un déséquilibre de l'hôte par rapport à la plaque dentaire. Ce qui veut dire que des patients, même qui brossent bien, qui vont avoir une susceptibilité génétique, qui vont avoir peut-être une maladie chronique qui témoigne d'un système immunitaire défaillant, qui fument et donc qui créent une susceptibilité à la maladie par un défaut de fonctionnement du système immunitaire, vont être plus à risque de développer des parodontites. Donc les parodontites vont être liées à ce qu'on appelle une dysbiose, c'est-à-dire un déséquilibre de l'harmonie qui existe normalement entre la plaque dentaire, en qualité et en quantité, et la façon de réagir à cette plaque dentaire, ce qui est favorisé par les maladies chroniques et le tabagisme. Le diabète non équilibré est un des facteurs de risque majeurs de la parodontite. Et puis la parodontite, il faut avoir en tête que, ça vous avez bien compris, j'y pense, enfin j'espère en tout cas, avec cette présentation, que ça a des conséquences locales et que ça entraîne aussi des conséquences psychologiques parce que quand les dents bougent, on a peur de les perdre, donc on a un inconfort, on a des problèmes esthétiques et de fonction, donc une mauvaise santé bucco-dentaire. Mais au-delà de ça, la parodontite, c'est aussi avoir une mauvaise santé en général. Pourquoi? Parce que si vous revoyez ces images, je vous montrer les poches parodontales autour d'une dent. Si vous avez une parodontite qui concerne toute la bouche et que vous avez des poches parodontales tout autour de la bouche, si vous faites la somme de ces surfaces, la somme de ces petites plaies, eh bien vous avez la plaie qui peut équivaloir à la taille de la paume d'une main. Je me répète, hein, c'est bien pour les parodontites sévères, très évoluées, quand toutes les dents sont présentes. L'ensemble des surfaces de la gencive tournées vers la dent et qui constituent la poche parodontale sont des surfaces ulcérées qui vont représenter une plaie chronique qui peut être équivalente à la taille de la surface de la paume d'une main. Donc, à travers cette surface, il va y avoir une entrée de bactéries dans le corps, une diffusion sanguine, et ça va favoriser une inflammation de bas grade, ce qui veut dire que l'inflammation n'est pas forcément dépistable par des dosages courants de CRP, mais il y a quand même une inflammation qui va être présente, chronique, et qui va favoriser l'évolution d'autres pathologies. Et puis, ces bactéries qui sont présentes dans la bouche, on peut également les ingurgiter, ou les inhaler, les respirer, et ça va également impacter sur le système digestif ou sur le système respiratoire. Et donc, sur cette diapo, j'ai remis en haut cette notion de parodontite sévère, avec une photo qui n'est pas très agréable, mais qui représente certains cas avancés de parodontite. Avec sur la gauche, le fait que les bactéries peuvent rentrer dans la circulation générale, la bactériémie, c'est ce qui s'appelle la bactériémie, par cette plaie qui correspond à la surface de la paume d'une main, que ces bactéries peuvent être inhalées ou ingurgitées, mais également sur le côté droit, avec le trait violet, que la parodontite va être caractérisée par une inflammation chronique qui est présente au niveau des zones inflammées de la gencive, mais qui va diffuser dans le corps pour pouvoir impacter sur beaucoup de maladies chroniques, telles que l'athérosclérose, et c'est un facteur de risque de l'infarctus, par exemple, telles que les MICI, donc les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, et d'autres maladies, dont la polyarthrite rhumatoïde. Et je me répète encore, c'est un risque, la parodontite va favoriser le risque de développer ces maladies, et ce n'est pas parce qu'on a une parodontite que l'on aura forcément une polyarthrite rhumatoïde, un psoriasis ou une maladie d'Alzheimer. Mais ça favorise, ça augmente le risque d'eux. En ce qui concerne la parodontite et la polyarthrite rhumatoïde, il y a de plus en plus d'études qui se développent à ce sujet et qui sont extrêmement passionnantes et qui montrent notamment que les patients qui ont des parodontites sont plus à risque d'avoir des polyarthrites rhumatoïdes et que les patients qui sont atteints de polyarthrite rhumatoïde seraient plus à risque d'avoir des parodontites. Et donc, le risque ne serait pas forcément très important. On peut considérer que le risque serait augmenté de 1,13 et le risque d'avoir des dents manquantes de 2,38, mais il semble être présent et significatif. Et ça a été retrouvé dans de nombreuses études qui ont été ici poolées pour avoir un chiffre statistique un petit peu plus puissant. Les hypothèses qui expliquent le lien entre parodontite et polyarthrite rhumatoïde seraient un terrain génétique commun entre les deux maladies, l'existence de facteurs de risque communs, et vous m'avez déjà entendu parler du tabac, et éventuellement le rôle de traitement immunosuppresseur
chroniques, surtout les corticoïdes qui peuvent créer une immunosuppression au long cours et favoriser l'évolution des parodontites. La difficulté à l'hygiène bucco-dentaire, avec l'initiation éventuellement d'une augmentation de plaques dentaires, peut aussi jouer. Alors là, je vous présente une diapo qui est un petit peu complexe, mais qui permet de montrer un peu plus de connaissances sur les liens qui pourraient exister entre parodontite et polyarthrite rhumatoïde, et celles particulièrement qui mettent en jeu la réponse auto-immune contre les protéines citrulinées, les anti-CPP ou les ACPA. À gauche de votre diapositive, vous avez la bouche. À droite de votre diapositive, vous avez l'articulation. Et par le bas, vous avez la connexion par le système immunitaire et le système sanguin. En fait, dans la parodontite, vous l'avez compris, ce sont des maladies qui sont initiées par un déséquilibre de la flore buccale, des bactéries, du microbiote. Et parmi ces bactéries, il y en a deux qui sont extrêmement fréquemment retrouvées, qui sont Porphyromonas gingivalis, qu'on appelle aussi PG, et Aggregatibacter actinomycetem comitans, qu'on appelle AA. Ces deux bactéries vont être capables d'augmenter la citrulination, c'est-à-dire la modification de certaines protéines de la bactérie, mais aussi de certaines protéines qui constituent votre corps, ce qui fait que si on augmente cette citrulination, il va y avoir une réaction du corps qui va produire plus d'anticorps contre les protéines citrulinées. Plus ça va augmenter, plus la production d'anticorps va augmenter. Et vous le savez, la polyarthrite rhumatoïde est une maladie auto-immune. Et en fait, il y a une rupture de la tolérance avec ces anticorps antiprotéines citrulinées qui vont faire qu'il va y avoir une augmentation de l'activation des lymphocytes T et B qui va pouvoir se développer notamment au niveau local, au niveau de l'articulation, entraîner la destruction des articulations. Donc, dans les hypothèses de connexion entre la parodontite et la polyarthrite rhumatoïde, il y aurait l'augmentation de la citrulination et de la réponse auto-immune par des bactéries parodontales. Donc, il y a beaucoup d'études qui permettent d'évaluer ces éléments, mais on n'a pas encore l'ensemble des éléments pour tout décrypter. Alors, est-ce qu'on peut traiter les parodontites, et notamment quand on a une polyarthrite rhumatoïde, et quels seraient les effets sur l'activité de la polyarthrite rhumatoïde? Le premier message que je veux vous dire, c'est que la parodontite peut être traitée chez tous les patients, et notamment chez les patients qui ont une polyarthrite rhumatoïde. Et on pourra stabiliser cette maladie, ce qui veut dire qu'il faudra toujours continuer à aller voir le parodontiste, parce que c'est une maladie qui est chronique et qui a un risque de récidive, et donc il faudra toujours pouvoir ainsi revenir dessus. Et par exemple, dans ce très beau sourire d'une patiente qui a une parodontite, on peut voir quand même qu'on risque d'avoir des séquelles dans la bouche, et on retrouve ces petits trous noirs dont je vous parlais tout à l'heure. Et pour traiter ces parodontites chez les patients qui ont des polyarthrites rhumatoïdes, les praticiens vont s'appuyer sur des recommandations de l'ANSM et du Club des rhumatismes inflammatoires et sur des correspondances entre le médecin et le dentiste pour que le dentiste sache le degré éventuel d'immunosuppression du patient et savoir quel type d'acte il pourra réaliser et quand. Mais on peut traiter les patients qui ont des parodontites et qui ont une polyarthrite rhumatoïde. Et quels seront les effets sur l'activité de l'APR? Là, on manque encore d'informations parce qu'il y a des études, sauf qu'elles sont faites sur des petits échantillons de patients, un petit groupe de patients, parce qu'il faut avoir des patients qui ont des polyarthrites rhumatoïdes et des parodontites. Ces études, elles nous disent quand même que lorsqu'on les regarde globalement, le traitement parodontal pourrait améliorer l'activité de la polyarthrite rhumatoïde avec des effets modestes, mais qui seraient tout de même présents, sur des marqueurs biologiques de l'inflammation, donc des dosages qui seront faits par des bilans sanguins, ou sur l'activité de la maladie, c'est-à-dire ce que ressent le patient et qui est évalué par des questionnaires. Et pour traiter la parodontite, on va pouvoir la traiter même si vous avez un traitement sous biothérapie. Bien entendu, l'idéal, ça sera traité avant la mise sous biothérapie parce que vous savez que ça peut être associé à un risque infectieux. Cependant, ces traitements de la polyarthrite rhumatoïde sur la parodontite, il n'y a pas beaucoup d'études dessus, c'est-à-dire on prend des patients qui ont des polyarthrites rhumatoïdes et qui sont traités par biothérapie et qui présentent une parodontite. Et on va regarder, après avoir introduit le traitement par la biothérapie, quels sont les effets sur la parodontite, même sans traiter cette parodontite. Et les résultats vont plutôt en faveur de dire que les biothérapies pourraient même avoir un effet bénéfique sur la parodontite et que le traitement parodontal peut être effectué. Donc, je ne dis pas qu'il faut prendre des biothérapies pour traiter la parodontite, mais ce que je veux dire, c'est que si vous êtes traité, ça pourra même peut-être faciliter le traitement parodontal. Alors, je vous donne beaucoup d'informations. Ce que je voulais juste dire, c'est que ces parodontites, ça reste un enjeu majeur de santé publique en général dans la population. Si on regarde encore des sondages récents, faits en 2019 sur 1000 personnes, on peut voir qu'encore, actuellement, 78% des patients, des personnes interrogées disent avoir des épisodes de saignement de gencives et des mauvaises haleines
qui sont des signes caractéristiques de la parodontite. Et ce qu'on sait également, c'est que si on regarde par le baromètre santé comment les gens s'occupent de leur bouche, on peut voir que 70% des Français déclarent se brosser les dents 2 fois par jour. Je pense que tout le monde sait qu'il faut se brosser les dents 2 fois par jour, mais que 70% le font. C'est beaucoup, mais ça veut dire qu'un geste de la vie quotidienne n'est pas forcément fait par tous et que 30% ne le font pas. Et quand on regarde qui ne le fait pas, on voit que malheureusement, c'est souvent les patients qui sont le plus à risque d'avoir des maladies. Mais peut-être aussi, s'ils ne le font pas, et d'autres études le montrent, c'est parce que quand on a une maladie chronique, on a déjà une certaine surcharge émotionnelle pour traiter sa maladie chronique, traiter sa polyarthrite rhumatoïde, prendre ses traitements, faire le suivi médical. Et qu'en fait, l'hygiène bucco-dentaire ne devient plus une priorité. L'idée un peu d'échanger avec vous, c'est de replacer l'importance de la santé orale pour que ça redevienne, peut-être pas voilà, que ça redevienne un élément important dans votre vie de tous les jours. Et donc, quand on a une maladie chronique, il faut en prévention consulter son chirurgien dentiste 2 fois par an, alors que pour la population générale, on dira 1 fois par an. Et le meilleur élément de prévention, ce sera ce que le chirurgien dentiste pourra vous enseigner et vous accompagner à mettre en place, parce que tout le monde se brosse les dents globalement, mais pas toujours le temps qu'il faut et avec la technique et les moyens qu'il faut. Et donc, on recommande actuellement l'UFSBD, mais la Société française de parodontologie et implantologie orale, un brossage de 2 minutes 2 fois par jour avec des brosses à dents manuelles ou électriques et des brossettes interdentaires qui permettent d'obtenir une quantité de plaques compatible avec la santé bucco-dentaire sur le temps. Le traitement parodontal, lui, comportera d'autres phases dont nous pourrons reparler si vous le souhaitez. Enfin, tel qu'un livret qui a été fait par la Société française de parodontologie et qui permet d'apprendre beaucoup de choses sur la maladie parodontale, un webinaire qui avait été organisé entre la Société française de parodontologie et la Fondation Arthritis qui aborde le thème du microbiote bucco-dentaire et également des traitements sous biothérapie par Vincent Muric et Jacques-Olivier Perse et qui sont visibles en replay sur le site de la Société française de parodontologie et implantologie orale. Et également une émission qui a eu lieu il y a très peu de temps sur France Culture qui est très bien pour comprendre un peu mieux ce que c'est la parodontite et notamment cette bactérie Porphyromonas gingivalis dont je vous parlais. Voilà, je vous remercie de votre écoute et puis je laisse la parole à Sonia. Me revoilà. Merci beaucoup Marjolaine pour cette présentation très très détaillée. Donc voilà, c'était super intéressant. Donc je vais faire remonter quelques questions, notamment Denise qui nous fait une question commentaire. En fait, malgré une bonne hygiène dentaire, j'ai constamment des aftes douloureux et une langue douloureuse. Alors, l'hygiène bucco-dentaire et les aftes ne sont pas forcément connectés. Les aftes, on considère que c'est des ulcérations de la bouche. Ça va être une réaction de la muqueuse face soit à un traumatisme, soit à une intolérance face à des aliments, sans qu'on sache bien l'expliquer. Soit ça peut être le signe d'une toxicité médicamenteuse parfois, mais c'est vraiment une certaine forme d'aftose très particulière et généralement, les médecins vont être très réactifs. Donc, il n'y a pas de lien, à ma connaissance, entre la qualité de l'hygiène bucco-dentaire et la présence des aftes. Après, les aftes vont être très douloureux. En ce qui concerne la langue, il peut y avoir également plus de douleurs bucco-dentaires chez certaines populations qui sont aussi ces populations qui vont avoir le plus de polyarthrite rhumatoïde. On appelle ça souvent des stomatodinies. Donc, c'est des dynies, c'est pour la douleur, stomato de la bouche. Et quand ça concerne que la langue, on va appeler ça des glossodinies. Et ça va être une hyperactivité d'un terrain nerveux qui va exister, parfois chez les patients polymédiqués, vers des âges périménopausiques, souvent avec des stress associés. Et je pense que ça peut décrire une partie des patients qui ont des polyarthrites rhumatoïdes. La stomatodynie, c'est quelque chose à traiter. On peut déjà avoir une approche comportementale ou une approche également plus médicamenteuse s'il le vaut. Après, je ne suis pas experte dans le domaine, mais on pourra vous apporter des informations après si vous le souhaitez. Merci. Alors, Sylvia nous dit, le traitement médical que l'on prend doit avoir quelque chose avec les incidences dans la bouche et les gencives. Alors, tu en as parlé un petit peu, mais quel traitement actuel pose des problèmes à ce niveau? Les corticoïdes au long cours, avec des doses équivalentes de prednisolone à 10 mg par jour, ça va créer vraiment une immunosuppression et on considère que ça augmente le risque infectieux. Et donc, le risque d'avoir des abcès dentaires, le risque d'avoir la résurgence d'infections latentes qui vont exploser, des abcès, ça va l'augmenter. Après, sur les biothérapies, on a beaucoup moins de recul. Il y a eu beaucoup de précautions qui ont été prises. Les quelques études dont on dispose sont moins alarmistes, en tout cas en ce qui concerne l'évolution des parodontites. Voilà. Après, clairement, on manque d'études. Et là, je vous parle avant tout des infections
et donc les inflammations parodontales, et j'ai oublié de vous dire qu'ils sont souvent pas douloureuses, hein, en opposé avec des infections très aiguës qui vont être les abcès dentaires qui peuvent être liés à la dent et pas forcément à la gencive. Ce sont deux choses différentes. D'accord, donc à retenir, c'est que quand c'est la gencive, c'est plutôt pas douloureux et c'est à bas bruit que ça avance. Ouais. Alors que quand ça va être la dent, là, ça va être plus visible et plus douloureux, donc il y a aussi une alerte plus rapide. Oui, quand on a des urgences pour les problèmes de gencive, c'est très rare par rapport aux urgences qui ont une origine dentaire. D'accord. Ok, donc un signal important, c'est pas la douleur qui doit être le signe d'alerte principal pour… Non. Bah, s'il y a une douleur, c'est un signe d'alerte de quelque chose, mais pour la gencive, les signes d'alerte, c'est plus les changements d'inflammation, le saignement, les dents qui bougent que la douleur. La douleur, c'est pas ça qui va vous permettre de le repérer. Voilà, il ne faut pas attendre d'avoir mal pour consulter, quoi. Exactement, tout à fait. On a Francine qui nous dit, traité depuis 15 ans pour une polyarthrite avec un syndrome sec de Gouge-Rojogren secondaire. J'ai donc la bouche très sèche, surtout la nuit, et rétractation des gencives. J'essaie de diminuer cette sécheresse avec un gel, mais que faire d'autre? Alors, j'en profite pour dire qu'on a au sein du service hospitalier où je travaille toute une consultation aussi qui est dédiée pour les patients qui ont des bouches sèches. Donc, on est amené à travailler beaucoup avec des patients qui en souffrent. Il y a ce qu'on peut voir dans la littérature et ce qu'on voit dans la bouche de nos patients. Dans la littérature, il est clairement mis en évidence que le fait de ne pas avoir de salive, ça va être un perturbateur fort de l'équilibre bucco-dentaire et notamment pour les gencives, ça va favoriser l'inflammation des gencives. Après, nous, ce qu'on constate, et ce qui est montré dans la littérature, mais c'est pas évident, c'est qu'il n'y a pas forcément plus de destruction sous-jacente et de parodontite. Quand on a une bouche sèche, par contre, ça peut être favorisé par la polyarthrite ou par d'autres facteurs. Il ne faut jamais oublier l'ensemble des facteurs qui caractérisent un patient. Par contre, moi, j'ai l'impression que les patients ont beaucoup plus de récession et de rétraction des gencives qui vont plus être liées à une sorte de fonte de la gencive qu'à une destruction liée à l'inflammation de la gencive, en fait. Voilà. Mais c'est encore des choses qui sont en cours d'étude et là, actuellement, c'est quelque chose qu'on fait, des collections de données sur ce sujet pour pouvoir préciser des points à ce sujet. Voilà. Okay. Mais en tout cas, si vous avez un syndrome sec, il faut aller consulter votre dentiste, lui dire, parce qu'il y a aussi une prévention au niveau des dents qui va être importante à mettre en place, notamment vous avez un risque de carie qui est majoré et donc généralement on fait des fluorations et on conseille beaucoup de fluor pour les patients qui ont des syndromes secs buccaux. D'accord. On a Joël qui nous dit, y a-t-il des dentifrices vraiment meilleurs que d'autres et qui protègent mieux de toutes ces maladies? Alors, c'est une très bonne question et qui est très judicieuse. Dans les dentifrices, il y a un principe actif qui a vraiment révolutionné le milieu bucco-dentaire, c'est le fluor, avant tout pour la carie dentaire. Après, on a beaucoup d'autres molécules, dont certains types de fluor, qui vont avoir un effet antiseptique et qui peuvent être un complément très intéressant pour aider à contrôler les bactéries en bouche et les facteurs bactériens. Ça va être des dentifrices à base de chlorhexidine, à base de fluorure stanneux, à base de triclosan. Donc, il y a beaucoup de molécules qui peuvent être très intéressantes. Et là, votre dentiste sera là aussi pour vous aider à vous aiguiller. Mais on ne va pas avoir le dentifrice de choix en long cours pour la parodontite qui va exister. Par contre, il faut toujours se dire que pour prévenir le risque caриeux, il faut que le dentifrice soit fluoré. D'accord. OK. Donc fluoré, mais aussi avec un antibactérien associé. Oui. Quoi. Il y en a beaucoup qui existent à ce sujet-là, et donc là, c'est vraiment le chirurgien dentiste qui pourra vous conseiller parce qu'ils vont avoir aussi des goûts plus ou moins forts. Donc certains patients qui ont des sécheresses buccales supportent mal les choses très mentholées, donc on va les orienter vers d'autres goûts. Donc ça, il vaut mieux en parler directement avec le dentiste. Okay. C'est délicat aussi de parler de certains produits et pas d'autres. Oui, bien sûr, bien sûr. On va éviter. Susanna nous dit, j'ai aussi un syndrome sec, j'ai une hypertrophie muqueuse de la face interne de la joue sur la ligne de morsure et probablement dû à un réflexe de succion. C'est une question de dents. Qu'est-ce que je peux faire pour éviter ce réflexe? Alors, le réflexe, déjà, il faut essayer de l'objectiver. C'est-à-dire prendre conscience qu'on l'a. Et prendre conscience qu'on l'a, c'est s'interroger sur le fait, est-ce que je fais ce réflexe de succion ou pas? Donc là, il y a des petites techniques qui existent que vous connaissez peut-être. Hein. Des fois, c'est identifier dans quel endroit on a tendance à le faire et placer des petits post-it, par exemple rose. Et quand on le voit devant son miroir, devant son ordinateur, devant son bureau, on se dit, est-ce que je suis en train de faire cette succion ou pas? Après, si l'espace est vide dans la bouche parce qu'il n'y a pas de dents, la langue va grossir
pour occuper cet espace. Et la joue, pareil, ça peut aussi prendre cet espace. Et du coup, il faut essayer effectivement de ne pas surstimuler, sinon ça gonflera encore plus. Après, on peut essayer de recombler des édentements pour essayer de jouer dessus. Voilà. Mais la première chose, c'est vraiment de se dire, voilà, qu'est-ce que je peux faire pour éviter cette fusion? Et si déjà de se dire, est-ce que je la fais machinalement, comme quelqu'un qui grignote un stylo ou qui serre des dents quand il est crispé. D'accord. Donc la langue compense. La langue s'adapte à l'espace qu'elle a en fait. La langue, c'est que des muscles. Donc si elle a de la place, elle y va, ouais, ça c'est clair. Okay. Et la muqueuse, en fait, qui va du côté de la face interne de la joue, on a tous une ligne de morsure au niveau de la muqueuse, en fait, qu'on voit parce que c'est un petit peu traumatique. Et si on s'est un peu mordu, elle peut gonfler un peu et ça peut s'amplifier. Et après, ça fait des boucles d'amplification. D'accord. Ça existe. Ok. Donc, Susanna, je l'ai déjà dit. Valérie, j'ai souvent des candidats albicans dans la bouche. Est-ce dû au méthotrexate? Puis-je me nettoyer la bouche tous les jours à l'éludril? Et sinon, que faire? Alors, le candida albicans, en tout cas, quand on a un syndrome sec, il y a une très forte augmentation des candidoses. Donc, s'il y a une sécheresse buccale associée, ce qui est possible dans le cadre des polyarthrites rhumatoïdes, ça peut jouer. Sur la question précise du méthotrexate, je ne sais pas. Par contre, ça peut être regardé à partir de la fiche du médicament pour voir si ça a été référencé. À ma connaissance, le méthotrexate seul n'induit pas d'hyposialie, donc de manque de salive, et qui favoriserait, mais est-ce que lui peut avoir un effet sur la muqueuse et favoriser les candidats albicans? Peut-être, je ne le sais pas. L'éludril, c'est un antiseptique. Utiliser un antiseptique au long cours, si la bouche est en équilibre, il ne faut pas. Je dirais, ce que je dis à mes patients, c'est quand vous lavez le visage le matin, vous ne mettez pas un antiseptique parce que ça déséquilibrerait toute votre flore aussi cutanée. Donc, en fait, lorsqu'il y a une période de crise, il faudra utiliser quelque chose. Et quand il n'y a pas de crise, on va viser en tout cas des bains de bouche qui n'ont pas d'antiseptique fort et qui sont utilisables au long cours. L'éludril a un antiseptique fort qu'on appelle la chlorhexidine et il est à 0,12% normalement. Par contre, je donne beaucoup d'infos, mais la chlorhexidine, ce n'est pas lui qui va traiter le candida albicans. Et donc, du coup, en long cours, il va désorganiser la flore et favoriser le candida albicans. Et quand il y a une crise, ce n'est pas la molécule de choix. Il faut plus s'orienter vers de la fingisone. Ça, c'est le praticien qui vous le prescrira également. Et en prévention régulièrement, éventuellement, des bains de bouche au bicarbonate de soude qui peuvent avoir un pH un peu plus alcalin et qui peuvent permettre de prévenir les infections. Ça étant une pratique exercée, mais pas quelque chose de scientifiquement prouvé, mais qui est quelque chose d'expérimenté par les gens et qui a du sens. D'accord. Ok. Et donc, une autre question, il y a encore des questions, Ludivine, ou pas? Non. Donc, une dernière question, à moins que vous, les participants, vous en proposiez d'autres. Y a-t-il des aliments à favoriser ou à exclure? Alors, est-ce que l'aliment est une grande question? Il y a 3 messages qu'on peut faire passer. Alors, il y a un message qui est déjà, évidemment, la carence alimentaire va être dramatique au niveau de la santé en général. Et donc, si on prend les cas extrêmes du scorbut, par exemple, et qui existe encore en France, il y a des enfants qui ont encore du scorbut, on va avoir des inflammations gingivales et des maladies extrêmement évolutives, nécrotiques. Donc, la carence, ça montre bien qu'en fait, quand on prend les extrêmes à travers une carence, ça veut dire que ça a un rôle quand c'est présent. Donc, il faut avoir un régime alimentaire qui est équilibré et donc pas carencé. Mais il faut avoir un régime alimentaire équilibré et qui soit sain. Donc, toute la, entre guillemets, malbouffe, c'est-à-dire de manger beaucoup un régime gras, qu'on symbolise beaucoup par le burger et les chips et le soda, c'est aussi une forme de carence alimentaire et une forme de régime de surgras qui favorise une dyslipidémie, des inflammations à bas bruit qui peuvent favoriser les parodontites. Et dans ce régime sain, qu'on peut tous imaginer avec ce magnifique symbole de la pomme que je mettais au départ, il faut se dire aussi que cette pomme, elle contient des vitamines, elle a un effet, elle a des vitamines, etc. Et elle va permettre également de frotter un peu les aliments et de désorganiser en croquant des aliments un peu durs de la plaque dentaire qui est présente sur les dents par rapport à des aliments qui colleraient aux dents, qui retiendraient la plaque dentaire. Par contre, il n'y a pas d'aliment miracle. Parfois, on voit des patients qui viennent nous voir avec on m'a dit que manger une pomme par jour ou boire un jus de citron par jour, c'était très bon pour la santé en général et la santé bucco-dentaire. Ça, c'est un excès et ça va avoir par contre des effets délétères. Et un jus de citron pur par jour, ça ne va pas agresser forcément le parodonte, quoique, ce n'est pas clairement identifié, mais peut-être. Par contre, ça va faire fondre les dents. Comme les sodas font fondre les dents. Comme les vinaigres font fondre les dents. Donc, il faut faire attention à garder quelque chose qui est équilibré.
Et tout là, tout le jeu, c'est de réapprendre ce que c'est un équilibre d'hygiène alimentaire. Donc, les carences très fortes, c'est pas bon. Les régimes déséquilibrés sur gras, ce n'est pas bon. Il faut avoir le régime le plus équilibré. Et si la pomme n'est plus croquable parce qu'on a les dents qui bougent, il y a d'autres crudités qui sont mangeables. On trouve toujours des solutions. Ok, donc on évite sur la même journée de se faire un citron pressé, un verre de coca et du vinaigre dans la salade, quoi. Ah ça, ouais, si on veut éviter les usures dentaires, ce qu'on appelle les maladies érosives actuellement, oui, vraiment, ça c'est quelque chose qui est en pleine explosion actuellement dans les pays industrialisés, notamment chez les jeunes. Donc Damien nous fait un peu la synthèse en disant donc le mélange polyarthrite, tabac et malbouffe, c'est le combo gagnant. Ouais, c'est un petit peu ça, oui. Dit autrement. Bah, écoutez, merci à tous. On a tenu un timing absolument parfait. Merci à tous de votre participation, de vos questions. Un grand merci Marjolaine pour tes réponses très détaillées. J'en profite pour rebondir et vous annoncer que on espérait vous la présenter aujourd'hui, mais ça ne peut pas être remise. On a trop bronzé cet été, on n'a pas fini la brochure. Donc, en fait, on vous prépare avec Marjolaine une belle brochure avec la participation d'autres experts des dents et rhumatologues sur justement toutes ces questions autour de la santé buccale, avec le partenariat du laboratoire BMS que je remercie au passage. Marjolaine, si tu veux rajouter un mot sur ce projet. Eh ben, on est très content de pouvoir faire ce travail entre l'ANDA et la Société française de Paro. L'idée, c'est vraiment de tourner les réponses à des questions qu'on avait identifiées venant de patients. Enfin, voilà, qu'on avait sur un travail qu'on avait déjà fait. Et on a essayé d'écrire ça avec le sens le plus, j'espère, pédagogue et simple possible pour que vous puissiez vous approprier les réponses et avoir des éléments d'information qui peuvent même être des éléments de dialogue avec votre praticien en allant consulter votre dentiste avec ces brochures pour un peu, justement, avoir une base d'échange qui peut être tout à fait pertinente. Ben voilà, merci beaucoup. Très belle conclusion. Écoutez, très bonne soirée à tous. Je vous rappelle que le mois prochain, le rendez-vous mensuel en webconférence est avec le professeur Xavier Mariette, où on va aborder la question complexe de cancer et PR. Où en est-on? Donc voilà, un sujet un petit peu plus lourd, je dirais, même si le parodonte est évidemment pas à négliger du tout. Mais bon, voilà, un sujet particulier le mois prochain avec le professeur Xavier Mariette. Donc, rendez-vous le 14 octobre à 18h30 comme d'habitude. Et de nouveau, un grand merci Marjolaine pour ce temps que tu nous as consacré et tes réponses ultra détaillées et très, très accessibles pour nous tous. Merci à toi et merci à vous tous. Et puis voilà, à très bientôt. À très bientôt. Merci. Bonsoir. Bonsoir.